Bonne journée à tous, il est 6h30 sur France Info. Le journal avec Alexis Morel. Bonjour Alexis. Bonjour Céline, bonjour à tous. Comment prévenir le passage à l'acte de Français revenus de Syrie ? La question se repose ce matin après l'interpellation de Mehdi Nemmouche, soupçonné d'être l'auteur de la tuerie au musée juif de Bruxelles. Cet homme de 29 ans est toujours en garde à vue et on en sait un peu plus sur son parcours. De la petite délinquance à l'islam radical, précision dès le début de ce journal. La CFDT est-elle en train de prendre ses distances avec le gouvernement ? On se posera la question alors que s'ouvre aujourd'hui le 48e congrès du syndicat à Marseille. Le journal des sports à 6h38. Les Bleus n'ont pas fait mieux qu'un nul hier soir face au Paraguay. Deuxième match de préparation au mondial sans Franck Ribéry. Et puis retour sur cette journée noire hier pour le camp tricolore à Roland-Garros. Jo-Wilfried Tsonga, Pauline Parmentier et Richard Gasquet ont été éliminés. Le Français de 29 ans, suspecté d'être l'auteur de la tuerie au musée juif de Bruxelles, est toujours en garde à vue ce matin. 3 personnes sont mortes dans cette fusillade, une 4e est entre la vie et la mort. L'interpellation de Mehdi Nemmouche remonte à vendredi, à sa descente d'un bus à Marseille. Il portait sur lui plusieurs armes similaires à celles utilisées à Bruxelles. Depuis hier soir, on en sait beaucoup plus sur son profil et son parcours, celui d'un délinquant récidiviste, tombé dans l'islam radical en prison. Il aurait ensuite passé plus d'1 an en Syrie pour le djihad en 2012, selon le procureur de Paris. À Tourcoing, dans le Nord, là où Mehdi Nemmouche a grandi, c'est la stupéfaction. Alice Serrano. À 17 ans, Mehdi Nemmouche s'installe dans la petite maison en briques de sa grand-mère, dans le quartier populaire de la Bourgogne à Tourcoing. Les liens avec sa famille sont fragiles. Depuis ces 3 mois, il est trimballé de foyer d'accueil en foyer d'accueil. On décrit le jeune homme au physique athlétique comme discret, gentil, intelligent. Il entame une capacité en droit. Selon sa tante, il n'adhérait pas du tout aux idées intégristes. Je pense que la radicalisation s'est faite en prison et pas à l'extérieur. Parce que quand on l'a quitté, il n'était pas comme ça du tout. Il n'en parlait pas de la religion. La prison, il la connaît une première fois à 21 ans, 18 mois ferme. À sa sortie, Mehdi n'est plus le même, selon l'un de ses voisins qui nous emmène à l'écart. Quand il est sorti de prison, on le voyait encore dans le quartier, mais seul, comme avant, toujours tout seul, poli. Il s'éloignait pas trop loin de la maison de sa grand-mère. Il y a un arrêt de bus. Il était toujours là, assis, pensif, distant. On lui a fait un lavage du cerveau, ça c'est clair. Mounir est l'un des rares proches à qui il se confiait un peu. Il disait Dieu, nous, et l'islam. Mehdi Nemmouche se laisse pousser la barbe, enchaîne les délits dont un braquage. À nouveau 5 ans de prison. À sa sortie en décembre 2012, il dit à sa grand-mère vouloir aller dans le sud. La DGSI, elle, soupçonne un départ pour la Syrie. À Tourcoing, Alice Serrano, France Info. Tourcoing où les enquêteurs se sont déplacés hier, ils ont perquisitionné les domiciles de la grand-mère et d'une tante du suspect. Les juges belges ont délivré eux un mandat d'arrêt européen qui permettra ensuite une éventuelle extradition. Le profil de Mehdi Nemmouche relance les questions autour de la lutte contre les filières djihadistes. Comment prévenir le passage à l'acte de ces Européens de retour de Syrie ? Bernard Cazeneuve souhaite plus de coopération en Europe pour renforcer la surveillance des candidats au djihad. Le ministre de l'Intérieur l'a dit hier lors d'une conférence de presse commune avec son homologue belge, puis au journal de 20h de France 2. Il y a une dimension européenne du combat que nous menons. Nous sommes résolus à mener ce combat. Tous les jours, nos forces sont mobilisées. Alors il est vrai qu'il faut qu'elles travaillent en s'adaptant en permanence à une menace qui est de plus en plus pernicieuse, et qui elle-même est dans la dissimulation permanente. Et elles le font. Et elles le font en travaillant davantage entre elles et en échangeant l'information avec d'autres services de renseignement, parce que, pour ce qui concerne le cas dont on parle aujourd'hui, dès lors qu'il a été établi qu'il était dans des groupes djihadistes, son nom a été versé au système d'information Schengen, ce qui conduit immédiatement l'ensemble des pays de l'Union européenne à coopérer. Mais compte tenu du nombre de ceux qui sont engagés sur le théâtre de ces opérations, il n'est pas possible d'assurer un suivi individuel. Mais cela ne nous empêche pas pour autant d'accroître, et je veux conclure par cela, la coopération avec les pays de l'Union européenne, de mobiliser tous nos services, parce que nous devons faire passer clairement le message pour que ces terroristes sachent
qu'il n'y aura pas de sanctuaire pour eux en France et nulle part en Europe. Le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, hier soir sur France 2. Une nouvelle réunion des ministres européens concernés est prévue mercredi et jeudi à Luxembourg pour discuter justement de cette coopération face aux filières djihadistes. Voilà ce qu'on pouvait dire ce matin sur l'interpellation de Mehdi Nemmouche. On y revient bien sûr toute la matinée sur France Info. France Info 6h35, Sylvie Andrieux de retour devant la justice pour son procès en appel dans une affaire de détournement de fonds publics. La députée socialiste des Bouches-du-Rhône comparaît jusqu'au 13 juin à Aix-en-Provence. Elle avait été condamnée en première instance à 1 an de prison ferme pour le détournement de 700 000 € de subventions régionales. À 1 mois de la grande conférence sociale, la CFDT presse le gouvernement de garantir des contreparties pour les salariés aux baisses de charges consenties aux entreprises. Son secrétaire général, Laurent Berger, l'a dit hier au JDD, la CFDT qui organise son 48e congrès aujourd'hui et toute la semaine à Marseille. Depuis 2 ans, la centrale réformiste était l'une des plus fidèles alliées de la politique économique de François Hollande, mais elle prend de plus en plus ses distances avec le gouvernement. Isabelle Raymond. L'idylle entre la CFDT de Laurent Berger et le gouvernement est désormais terminée. Certes, la centrale réformiste a signé le pacte de responsabilité, 30 milliards d'euros d'allègement de charges aux entreprises en échange d'embauche. Mais dans une interview accordée hier au Journal du Dimanche, Laurent Berger prend désormais ses distances. Il menace de se retirer de la négociation si le patronat ne joue pas le jeu, et ce avant la grande conférence sociale prévue début juillet. Au-delà du pacte, Laurent Berger avoue des points de désaccord avec le nouveau locataire de Matignon, Manuel Valls. Et surtout, le numéro 1 de la CFDT n'a pas du tout apprécié la sortie la semaine dernière du ministre du Travail sur les seuils sociaux dans les entreprises. François Rebsamen n'est pas contre, dit-il, un moratoire de 3 ans sur ces seuils qui oblige à avoir un délégué du personnel à partir de 10 salariés, un comité d'entreprise à partir de 50, un frein à l'embauche selon le ministre. Un argument inacceptable, inapproprié et incongru selon la CFDT pour qui, là encore, le gouvernement écoute beaucoup trop un patronat qui manie en ce moment avec perfection l'art de la surenchère. Ce nouveau drame au Nigeria, l'explosion d'une bombe a fait au moins 40 morts hier dans un stade de la ville de Mubi. Des supporters venus assister à un match de foot. Selon des témoins, la bombe aurait explosé sur le terrain au moment où des spectateurs le traversaient après le coup de sifflet final. Cette région est régulièrement visée par Boko Haram. Pour l'instant, l'attentat n'a pas été revendiqué. La semaine pourrait être décisive pour l'Ukraine. Les tractations diplomatiques vont se multiplier dans les prochains jours. Le pays risque des coupures de gaz s'il ne paye pas sa dette à la Russie. Alors des négociations de dernière minute sont prévues aujourd'hui à Bruxelles. Semaine importante aussi pour le nouveau président ukrainien Petro Poroshenko. Il rencontrera Barack Obama mercredi en Pologne. France Info 6h38, le journal des sports. Les Bleus voulaient continuer sur leur lancée après la belle victoire contre la Norvège. C'est raté. Les footballeurs de l'équipe de France n'ont pas pu faire mieux qu'un nul 1-1 hier soir face au Paraguay à Nice. C'était leur 2e match de préparation au mondial qui commence dans 10 jours. Plus que le score, c'est l'état de forme de Franck Ribéry qui inquiète. Il n'était pas sur la pelouse hier car il souffre du dos. Alors Julien Brigaud, on s'interroge, va-t-il pouvoir jouer la Coupe du Monde ? Didier Deschamps l'a confirmé hier soir après le match nul contre le Paraguay. Il conservera le même groupe de 23. L'objectif est que Franck Ribéry soit rétabli pour le dernier match de préparation. Un pari audacieux, car depuis son arrivée à Clairefontaine il y a 12 jours, il ne s'est quasiment pas entraîné, bloqué par une lombalgie chronique qui l'a contraint à ne jouer qu'un seul match au mois de mai. Une course contre la montre qui risque aussi de devenir un feuilleton lourd à porter pendant la préparation. Et rien ne dit que le joueur du Bayern sera rétabli pour la compétition. Didier Deschamps estime qu'il pourra toujours invoquer l'article 29.6 du règlement de la Coupe du Monde qui permet de faire appel à un remplaçant en cas de blessure grave. Mais selon des habitués de ces dossiers à la FIFA, la gravité est une notion vague. Le médecin de la FIFA doit donner son avis à la commission médicale qui se prononcera ensuite. Les cas sont d'ailleurs rarissimes. C'est décidément un pari très audacieux. Julien Brigaud, prochain et dernier rendez-vous pour les Bleus avant le mondial. Le match contre la Jamaïque, ce sera dimanche à Lille. Et à quelques jours de la Coupe du Monde au Brésil, le Qatar dément lui toute tentative de corruption dans l'organisation du mondial 2022. Doha contraint de réagir aux accusations du Sunday Times hier. Selon le journal britannique, un haut responsable du foot qatari aurait acheté le soutien de personnalités pour l'organisation de la Coupe du Monde au Qatar. En échange de pots de vin, ces personnalités auraient ensuite cherché à influencer les votes au sein de la FIFA. Fabrice Rigobert.
Ancien haut responsable du football qatarien, Mohamed Bin Hammad, qui était à l'époque membre du comité exécutif de la FIFA, aurait déboursé plus de 5 millions de dollars pour obtenir le soutien de représentants du foot africain et versé 1 600 000 sur des comptes appartenant à Jack Warner, ex-vice-président de la FIFA, pour obtenir son soutien. Les révélations du Sunday Times, qui s'appuie sur une trentaine de courriels pour étayer ces accusations, n'ont pas manqué de soulever une vague d'indignation en Angleterre. John Whitingdale est le président de la commission parlementaire britannique chargée des sports. On a besoin d'avoir une commission d'enquête indépendante et transparente le plus rapidement possible. La position de Sepp Blatter est vraiment intenable. Il est au courant de toutes ces allégations depuis 3 ans et rien n'a été fait. Il apparaît qu'il y a des questions sur la capacité du Qatar à accueillir la Coupe du Monde. Il y a donc de vrais arguments pour réorganiser le processus d'attribution. Une enquête interne est déjà ouverte à la FIFA. Hier, le Nord-Irlandais Jim Boyce, vice-président de la Fédération internationale, s'est dit favorable à un nouveau vote si les accusations sont fondées. Reconnu coupable de corruption dans un autre dossier, Bin Hammad a été suspendu à vie par le comité d'éthique de la FIFA en 2012. Jack Warner a lui démissionné en 2011. Le comité d'organisation du Mondial 2022 dément bien sûr toutes les accusations. Il n'y a plus qu'un Français en lice à Roland-Garros alors que commence la 2e semaine du tournoi. Gaël Monfils affronte aujourd'hui l'Espagnol Guillermo García Lopez en 8e de finale. Avant eux, sur le court Philippe Chatrier, Rafael Nadal sera opposé au Serbe Dusan Lajovic. La journée d'hier n'a pas du tout réussi au camp tricolore. Jo-Wilfried Tsonga n'a rien pu faire face à la montagne Djokovic. Le Français terrassé en 3-7, 6-1, 6-4, 6-1, Sébastien Hazard. 1h30, merci, au revoir. Bien après la rencontre, Jo-Wilfried Tsonga semblait KO, vraiment sonné par cette contre-performance et loin d'être remis de cette défaite. Là, il va falloir quelques heures, quelques jours, je dirais même. Certainement même quelques semaines, mais faut pas que ça prenne trop de temps parce qu'il y a encore des tournois sur lesquels j'ai des belles cartes à jouer, donc on va essayer de se relever assez vite. À aucun moment il n'a voulu dire qu'il était passé à côté du rendez-vous et pourtant comme l'année dernière en demi-finale, il a quitté le central sans avoir vraiment montré de quoi il était capable. 3 petits sets contre Djoko, 3 tout petits sets, reconnaît Jo-Wilfried Tsonga. Ça a été vécu comme un moment difficile. J'avoue que je me réjouis pas de ce genre de moment et j'ai pas envie d'en vivre des milliers dans ma carrière. Donc, ça fait jamais plaisir de se sentir un peu impuissant comme ça sur le terrain. On est là, on joue devant des milliers de personnes, on a envie de donner encore plus sur le terrain. On essaye, mais voilà, aujourd'hui il était tout simplement trop bon pour moi. Djokovic trop fort, mais pour réintégrer le top 8, ce que souhaite le Français, il faut nécessairement dominer des joueurs de ce calibre. Déception aussi hier pour Richard Gasquet, battu par Fernando Verdasco, et pour Pauline Parmentier. La Française avait jusque-là réalisé un parcours sans faute, porte d'Auteuil, mais elle n'a pas résisté à la pression de l'Espagnol Garbiñe Muguruza. Et puis ils sont arrivés en bateau hier après-midi dans la rade de Toulon. La mise en scène était parfaite pour le retour des héros, les rugbymen du RCT, vainqueurs de la finale du top 14 et acclamés par leurs supporters hier. Plus de 50 000 fans des Rouges et Noirs les attendaient, ambiance surchauffée sur le port puis dans les rues de la ville pour accueillir le bouclier de Brennus, le bouclier et la Coupe d'Europe, puisque je vous le rappelle, Toulon a réussi son doublé cette année. Vous écoutez France Info, 6h43 et vous retrouvez Céline Baydarcourt. Et retour sur l'arrestation d'un suspect dans la tuerie de Bruxelles juste après la météo. France Info Météo avec Logis, 2600 hôtels-restaurants très différents partout en France et en Europe. À retrouver sur logihôtel.com.